Merci beaucoup pour cette présentation qui me donnait un peu le sentiment d'être soit très très cohérent, soit un peu monomaniaque dans mes préoccupations. Mais je vais faire comme si c'était pas un problème. Je vais donc l'assumer de manière tout à fait bravache, je vais dire. Merci aussi pour cette invitation, Stani, à Christelle, pour toute l'équipe. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous. Et puis merci en particulier pour votre accueil. Donc la question des inégalités, ça vous aura pas échappé, est une préoccupation importante pour moi, en tous les cas depuis plusieurs années manifestement. Et le thème de la rencontre en témoigne. Finalement, c'est pas simplement une préoccupation pour moi. Je vois que c'est une préoccupation sociale plus large, dont se saisit aujourd'hui l'association Transmutation. Et pour commencer, je propose une petite mise en perspective, en quelque sorte, histoire de rappeler que ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que pendant quelque temps, pas très très longtemps finalement, mais un certain temps, en fait, il était plutôt de bon ton de travailler à la justification des inégalités, c'est-à-dire d'essayer d'imaginer toutes les bonnes raisons que nous pourrions d'avoir à conserver les inégalités, à s'y adapter, à s'en accommoder, voire à les encourager. Au sortir de la crise du milieu des années 70 et de manière de plus en plus forte dans les années 80 et en 90, c'est à cette époque finalement que la tendance la plus forte était à justifier les inégalités, à souligner leurs mérites. Vous le rappelez sans doute, l'argument le plus fréquent était alors celui de l'efficacité. L'inégalité, nous disait-on, est un vecteur de dynamisme économique. Pensez en termes de croissance. Et un vecteur de dynamisme qui, en retour, permet d'améliorer la situation des plus défavorisés. C'est le fameux effet de ruissellement de la richesse. L'argument, soutenu par tout un appareillage éthique insistant sur les vertus de la responsabilité personnelle, du mérite personnel dont François Dubé a parlé notamment hier, a porté jusque dans les rangs du camp social-démocrate ou du camp progressiste, qui s'est inquiété alors d'un dilemme, d'une tension qu'il voyait se constituer entre deux valeurs qui paraissaient également importantes, l'efficacité et l'équité. Ces deux objectifs sociaux, importants pour toute société, peuvent de fait s'opposer. Et l'idée est alors de trouver la bonne manière de concilier des exigences qui peuvent être contradictoires à l'échelle d'une organisation sociale ou tout type d'organisation. Et c'est alors seulement que nous pourrons poursuivre des objectifs d'équité qui ne mettraient pas en péril l'efficacité économique notamment, mieux que nous allons pouvoir mettre l'efficacité au service de l'équité. C'était un peu la manière dont on a envisagé les choses alors. C'est dans ce contexte que certains vont s'efforcer de justifier les inégalités en s'attachant à prouver ou à montrer, ou à suggérer que l'inégalité est une chance, un facteur de dynamisme pour l'économie, et on se donne un critère, l'inégalité peut être juste, et elle sera juste si elle profite aux plus défavorisés. Ce qui veut dire qu'il faut viser une sorte de seuil optimal, qui correspondrait à un seuil en deçà duquel, un seuil de réduction des inégalités, en deçà duquel la situation deviendrait plus défavorable pour les plus pauvres. C'est-à-dire on va réduire les inégalités, mais il ne faut pas aller trop loin. Si on va trop loin, à un moment, c'est les plus défavorisés qui en payent le prix le plus lourd. Donc dans ce contexte, on se donne la peine, vous le voyez, de justifier les inégalités, c'est-à-dire à chercher à identifier les critères qui vont permettre de distinguer la bonne inégalité, en quelque sorte, de la mauvaise inégalité, essayer de réfléchir à ce que peut être une inégalité productive. On en était là, mais dans ce contexte-là, on peut aussi imaginer des options plus radicales encore. Et il y en a eu. Cette option plus radicale consiste à dire que finalement, la question de l'inégalité n'a aucune espèce d'importance. On se trompe complètement de prisme lorsqu'on pense la question de la justice sociale en se focalisant sur la question des inégalités. Un argument très puissant. L'idée, c'est en gros qu'il est malsain, en fait, à l'échelle d'une société, il en a été aussi question hier, de toujours chercher à se comparer les uns et les autres. Que m'importe finalement que mon voisin ait plus une grande maison que la mienne, que ma voisine prenne des vacances dans de plus beaux hôtels, si concrètement mon propre logement est suffisamment grand, si les vacances que je prends sont celles que j'ai envie de prendre, l'important pour une société, c'est pas de réduire les inégalités, mais ni même a fortiori de les supprimer, mais c'est tout simplement de s'assurer que tout le monde dans cette société ait de quoi vivre décemment. D'accord ? C'est plus du tout la même optique. On se contrefiche, pardonnez-moi l'expression, de la question des écarts à l'échelle de l'ensemble de la société. On se focalise sur la situation des plus défavorisés et on essaye de faire en sorte qu'eux aussi aient la possibilité de vivre une vie qui soit conforme à leurs préférences.
Poser aujourd'hui le problème des inégalités ou parler des inégalités en tant que problème, c'est estimer au fond que ces options ne sont pas pleinement satisfaisantes. Alors quelle raison avons-nous de penser que ces options-là, l'inégalité peut être une chance, l'inégalité n'est pas le bon angle pour aborder la question de la société? Quelle bonne raison avons-nous de le penser? Prenons tout d'abord l'argument, si vous le voulez bien, de la suffisance, le fait que ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment. Alors c'est un argument tout à fait puissant qui peut logiquement appeler d'ailleurs des niveaux très élevés de redistribution. Il suffit d'avoir une conception très exigeante de ce que signifie une vie décente, et à partir de là, la redistribution est justifiée. On peut en faire un outil très fort pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre l'exclusion. Ce n'est donc pas à ce niveau-là que l'argument pose problème. Il pose problème, à mon avis, dans la compréhension un peu trop philosophique, si je peux m'exprimer ainsi, et un peu trop statique de l'inégalité. Ce problème se manifeste, à mon avis, à deux niveaux. D'abord, il ne nous dit rien des raisons contraignantes que nous pouvons avoir de redistribuer de la richesse dans une société comme la nôtre. Il fonctionne assez bien dans une logique compassionnelle, qui a son importance, mais il ne cherche pas à analyser l'inégalité en termes de tort, en termes de manquement à la justice. Il ne pose pas le problème du consentement des personnes les plus riches à une fiscalité redistributive. Il n'a pas une conception, autrement dit, politique de l'inégalité, une conception politique de la justice. Pour lui, corriger une inégalité, c'est pas réparer une injustice, c'est faire un geste éthique, en fait. Cette option, autrement dit, s'appuie sur un raisonnement qui procède en deux temps principaux. D'abord, les inégalités sont justes, c'est-à-dire que les niveaux de valorisation des talents, de production des titres de qualification, d'accumulation des patrimoines le sont. Et deuxièmement, il appartient aux personnes les plus riches de déterminer le seuil de redistribution auquel elles veulent bien consentir, tout simplement. Alors, historiquement, nous savons ce que cette option a donné. Ce type de solidarité, qui relève d'une démarche en gros philanthropique, aussi honorable et importante soit-elle, ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas de manière suffisante. L'effort philanthropique est en général injustement réparti, là aussi il en a été question hier, quand on parlait de fourmis et de pandas, intermittent, mais également insuffisant par rapport aux enjeux. Nous avons tout lieu de penser que c'est précisément pourquoi un système de charité légale, comme l'appelait Tocqueville, dont il a été également question, est venu compléter l'approche par la charité privée. Donc ça, c'est la première raison, disons, en gros, de ne pas considérer l'argument de la suffisance comme un argument suffisamment efficace. Deuxième raison de ne pas en tenir compte, cet argument ne prend pas en considération le problème politique que pose l'augmentation des inégalités, ces forts niveaux de concentration de richesse et les multiples privilèges que cette concentration permet. Alors c'est le problème bien connu des tendances oligarchiques de la société démocratique. De très nombreuses études montrent aujourd'hui de manière nette qu'à partir d'un certain niveau de développement, les inégalités s'auto-alimentent pour des raisons politiques. Les inégalités socio-économiques entraînent des inégalités de pouvoir politique et les renforcent. C'est un problème bien connu depuis très longtemps qui explique aussi pourquoi même aux États-Unis on s'est préoccupé de cette question de l'oligarchie et la raison pour laquelle, par exemple, le livre de Thomas Piketty a pu remporter un tel succès dans ce pays également. Donc problème bien connu, c'est-à-dire bien antérieur aux travaux de Thomas Piketty, puisque Rousseau, en 1762, dans le Contrat social, s'en alarmait déjà, s'en inquiétait déjà. Donc il explique en gros dans cet ouvrage que ce qui est important, c'est d'essayer de se mettre en position de substituer, je le cite, une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d'inégalité physique entre les hommes. Il ne conteste pas qu'il y ait des inégalités physiques, il le dit encore, il y a des inégalités de talent, il y a des inégalités de force, il y a des inégalités de justice, mais il faut simplement faire en sorte que ces inégalités-là ne produisent pas des inégalités socio-économiques trop importantes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a un principe auquel on peut être attaché à ce moment-là, c'est le principe d'égale dignité des êtres humains. Donc il est bien conscient qu'il peut y avoir des différences de nature, simplement il se défie de l'impact socio-économique et politique de ces inégalités de nature. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il dit ça, il met une petite note dans son contrat social où il nous explique que sous les mauvais gouvernements, cette égalité qui est donc une égalité de convention, une égalité de droit qui n'est pas une égalité naturelle, sous les mauvais gouvernements, donc, cette égalité n'est qu'apparente et illusoire. Elle ne sert qu'à maintenir le pauvre dans sa misère et le riche dans son usurpation. Dans les faits, les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n'ont rien. D'où il suit
que l'état social n'est avantageux aux hommes qu'autant qu'ils ont tous quelque chose et qu'aucun d'eux n'a rien de trop. Qu'est-ce que ça signifie en gros ? Que nous avons aussi des bonnes raisons de réduire les inégalités socio-économiques qui ne sont ni sociales ni économiques, mais qui sont politiques. C'est-à-dire qu'on s'inquiète de la convergence entre certains types d'intérêts supérieurs dans la société. C'est important tout simplement pour permettre à une société de se développer collectivement et harmonieusement de manière dynamique. Voyons maintenant l'argument de l'efficacité, d'accord, qui est quand même l'argument le plus fort. J'imagine que certains d'entre vous conservent un certain intérêt pour l'argument en question. C'est-à-dire qu'aller trop loin dans la lutte contre les inégalités peut avoir un impact sur le plan de l'efficacité économique, par exemple. Il est aujourd'hui assez contesté pour des raisons assez évidentes, je crois pourtant. D'abord parce que l'efficacité a souvent été strictement assimilée à la notion de croissance économique, et mesurée d'ailleurs par ces indicateurs. Et c'est notoirement insuffisant ou insatisfaisant, en particulier dans un contexte où la question environnementale impose de repenser aussi bien nos modes de vie et de consommation que nos modes de production. Donc il s'agit de repenser l'intégralité en fait de notre manière de penser la justice sociale, et on ne peut pas le faire en prenant comme indicateur des questions qui sont des questions de croissance strictement entendues. Ensuite, parce que la thèse de l'effet de ruissellement a été elle-même contestée sur le terrain socio-économique lui-même, et Stani en a dit quelque chose en introduction, deux manières d'argumenter en ce sens. Certains, à la faveur d'une sorte d'actualisation de la perspective keynésienne, ont fait valoir qu'il ne fallait pas se contenter de mettre l'efficacité au service de l'équité, mais qu'il fallait comprendre que l'équité est un gage d'efficacité sociale et économique. Plus d'équité, en gros, c'est bon pour l'économie. Donc, première manière de contester la thèse du ruissellement, c'est celle-là. D'autres se sont surtout attachés à souligner, avec de nombreuses statistiques, que certaines catégories sociales peuvent tout à fait capter l'essentiel du surplus de richesse créée. Les riches peuvent s'enrichir sans que ça améliore la situation des plus défavorisés. Des riches peuvent même s'enrichir au détriment de pans significatifs de la classe moyenne. De fait, nous savons que c'est précisément ce qui s'est passé depuis les années 1990 et que ça a éclaté au grand jour avec la crise de 2008. Plus qu'un effet de ruissellement, autrement dit, nous avons bel et bien assisté à un effet ciseau sur le plan de la plupart des sociétés démocratiques, c'est-à-dire un tassement des revenus et des niveaux de vie des personnes les plus défavorisées et également des classes moyennes inférieures. Il y a eu une sorte de glissement qui concerne en gros 60% de la population de la plupart des sociétés démocratiques. Et c'est inédit dans la mesure où précisément on était inscrit dans des dynamiques sociales et économiques qui allaient plutôt dans une dynamique de réduction, disons des écarts. Donc bouleversement inédit qui explique le renforcement, je crois, de la critique des inégalités dans les sociétés démocratiques aujourd'hui. L'inquiétude est manifestement plus grande vis-à-vis de ces inégalités. Alors voilà, cette mise en perspective avait pour objectif de nous fixer un petit peu le cadre et le ton de mon propos, en insistant sur une idée assez simple. Penser que les inégalités sont un problème ne va pas de soi. J'en conviens tout à fait. Certains peuvent estimer, avec de bonnes raisons parfois, qu'elles sont socialement, moralement utiles. D'autres qu'elles sont indifférentes, que l'essentiel est ailleurs, dans la capacité de chacun à vivre une vie décente. J'ai dit les raisons pour lesquelles, cependant, ces options ne me semblent pas entièrement convaincantes. Je pense que les inégalités sont importantes et qu'il faut s'efforcer de les réduire. Alors, je suis évidemment pas le seul à le penser, hein. Vous savez sans doute que par exemple, si on prend l'exemple de la France, près de 8 Français sur 10 déclarent aujourd'hui souhaiter l'avènement d'une société plus inégalitaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et savez-vous que cette aspiration n'a rien d'une curiosité gauloise, comme diraient certains. Elle est assez largement partagée dans la plupart des sociétés fortement industrialisées. On le constate en Argentine, on le constate en Chine, on le constate en Espagne, en Suède, en Australie, et même aux États-Unis, où 65% de la population, encore dernièrement, estimait que leur société était trop inégalitaire. Ça a bien sûr des incidences en termes de sociologie électorale tout à fait significatifs. Mais cet élément-là ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que cet élément de convergence va plus loin. C'est-à-dire qu'on non seulement on est d'accord sur le diagnostic, il y a trop d'inégalités, non seulement on est d'accord sur l'objectif, en quelque sorte, il faudrait le réduire, mais on est même d'accord sur la vision globale de la société qu'il faudrait viser d'une certaine façon. Et on constate, parce qu'on pourrait penser que finalement, dans la lutte contre les inégalités, ce qui pose problème, c'est précisément le fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. On est d'accord sur le diagnostic, mais pas sur la direction à prendre. Or, même sur la direction à prendre, nous sommes manifestement, majoritairement d'accord. En gros, ce que les individus déclarent majoritairement souhaiter, c'est une société
avec très peu de gens pauvres, très peu de riches et une classe moyenne peu différenciée. C'est en gros l'horizon social jugé globalement désirable de 60 à 70, 75, 80% parfois dans la société. Ce qui veut dire, j'y insiste, que c'est pas un élément de marquage ou de marqueur politique. Il y a des gens de droite et de gauche qui ont le même type de conviction. Indépendamment des inflexions nationales, indépendamment même des orientations parfois politiques, on observe ainsi, depuis plusieurs années, la formation dans tous ces pays de majorités d'opinions progressistes fortes, parfois écrasantes, qui se rejoignent dans des aspirations sociales et morales qu'elles expriment. Elles veulent plus d'égalité, moins d'inégalité, ce qui veut dire pour elles plus de justice sociale. Et là, on a quelque chose de tout à fait intéressant, puisque c'est une manière de se réinscrire dans une histoire très très longue, celle des sociétés modernes, d'une certaine façon. Il a été question de Tocqueville. Tocqueville est un excellent observateur de la naissance des sociétés démocratiques, qui ont contribué finalement à poser une sorte de lien de nécessité interne entre la question de la justice et la question de l'égalité. Parce que là aussi, ça n'allait pas de soi. On peut très bien, et d'autres sociétés l'ont fait, imaginer que la bonne manière d'envisager la justice, c'est plutôt une société très hiérarchisée, où chacun est bien à la place qui lui revient. Pour des raisons qui tiennent à sa naissance, pour des raisons qui tiennent à ses compétences, on n'en sait rien, peu importe. Mais en tous les cas, on a plutôt une représentation de la société souhaitable comme une société hiérarchique. Nous, on a plutôt été dans une direction qui avait tendance ou qui avait pour objet de réaliser le projet moderne d'une assimilation de la question de la justice à l'égalité. Ce qui veut dire que l'inégalité est devenue en quelque sorte la forme matricielle de l'injustice. C'est la manière la plus spontanée que nous avons aujourd'hui de penser l'injustice, que ce soit une inégalité face aux droits, dans le cas des rapports hommes-femmes par exemple, que ce soit une inégalité face aux opportunités ou l'économie, etc., etc. C'est une idée tout à fait forte, tout à fait importante, qu'on pourrait illustrer en citant Tocqueville, mais il en a déjà été question, donc je n'y reviendrai pas, simplement pour dire que ce qui est intéressant dans la perspective de Tocqueville, c'est qu'il en fait pratiquement une sorte de fait providentiel. D'accord, c'est l'expression qu'il utilise. Il a une vraie philosophie de l'histoire, les démocraties sont portées par cette philosophie-là, et cette philosophie de l'histoire, c'est une philosophie de l'histoire portée par l'égalité. Le développement de la société, c'est le développement progressif de l'égalité dans l'histoire. C'est à la fois le moteur et c'est en quelque sorte l'horizon. Et il le dit de manière tout à fait intéressante, en insistant beaucoup sur cet aspect dynamique, non sans s'en inquiéter un petit peu. Il est un peu inquiet des effets que cette déferlante égalitaire pourrait avoir sur d'autres valeurs, et notamment une valeur à laquelle on est très attaché, c'est-à-dire la liberté. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, la seule manière de préserver ce qui doit l'être de la dignité humaine, de la liberté, c'est de se faire, c'est l'expression qu'il utilise, l'ami de l'égalité. Et pas simplement faire comme si on l'était, mais l'être vraiment. C'est une expression qu'il utilise. Mais il a une autre manière de justifier les choses qui consiste à se placer dans un dialogue un peu surréaliste avec Dieu, carrément. Et il se dit que finalement, ce qui est intéressant dans l'égalité, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on peut lui trouver de mérite, d'une certaine façon. Et là, je vais vous le citer parce que la phrase est en parfaite adéquation avec le titre de la rencontre, Inégalité et progrès. Il nous explique très bien pourquoi c'est le cas. Et il parle de lui face à Dieu. Et il commence avec son propre point de vue, tout bien tout honneur. Lorsque le monde était rempli d'hommes très grands et très petits, très riches et très pauvres, très savants et très ignorants, je détournais mes regards des seconds pour ne les attacher que sur les premiers. Et ceci réjouissait ma vue. Mais je comprends que ce plaisir naissait de ma faiblesse. Et donc c'est un aristocrate qui dit ça. C'est parce que je ne puis voir en même temps tout ce qui m'environne, qu'il m'est permis de choisir ainsi et de mettre à part, parmi tant d'objets, ceux qu'il me plaît de contempler. Il n'en est pas de même de l'être tout-puissant et éternel, dont l'œil enveloppe nécessairement l'ensemble des choses et qui voit distinctement, bien qu'à la fois, tout le genre humain et chaque homme. Il est naturel, ajoute-t-il, de croire que ce qui satisfait le plus les regards de ce créateur et de ce conservateur des hommes, ce n'est point la prospérité singulière de quelques-uns, mais le plus grand bien-être de tous. Ce qui me semble une décadence est donc à ses yeux un progrès. Ce qui me blesse lui agrée, l'égalité est moins élevée peut-être, mais elle est plus juste, et sa justice fait sa grandeur et sa beauté. D'accord ? Il y a donc un idéal de justice qui est en fait un idéal
d'égalité auxquelles on peut trouver des raisons morales, mais également des raisons esthétiques. Il y a quelque chose de beau dans le fait d'être de plein pied avec quelqu'un, d'être en égalité, en quelque sorte, avec lui. Et c'est dans une perspective providentialiste qu'il nous présente la chose. C'est-à-dire que notre histoire, c'est une histoire du développement de cette égalité. Nous sommes les héritiers, en quelque sorte, des inégalités. Et si vous me permettez cette folie, je dirais que nous sommes tous ici, sans doute, égalitaristes en ce sens. Alors ces mots pourraient vous surprendre, pourraient même un peu vous scandaliser peut-être, soit que vous ne sentez pas concerné, soit que vous estimiez parfaitement capable de citer bien des personnes qui clairement ne sont pas égalitaristes, ne désirent pas l'être et trouveraient même tout à fait déplaisant de le paraître. Il en va pourtant ainsi. Être égalitariste, c'est croire tout simplement en l'égale dignité des êtres humains, c'est croire au caractère accidentel de tout ce qui pourrait nous conduire à en douter, c'est désirer comme un état souhaitable l'unanime reconnaissance du caractère prioritaire de cette conviction morale. Alors cette convergence, bien sûr, n'exclut pas de sérieuses différences dans la manière d'être égalitariste. Certains peuvent préconiser d'en rester à l'affirmation de l'égalité des droits, d'autres proposent de mobiliser une part plus ou moins importante des ressources publiques pour égaliser concrètement les conditions. Manière de dire que cette convergence égalitariste ne signifie absolument pas l'existence d'un quelconque accord social et politique sur le spectre des différences légitimes, les formes et la portée de la fiscalité, les droits et les limites de la propriété, la définition et les implications sociales et économiques de la responsabilité personnelle, les modalités de la protection sociale ou le degré d'accessibilité à certaines ressources déterminantes telles que l'éducation, la santé ou le logement. Bien évidemment, ces différences existent et doivent faire l'objet de débats sérieux. Elles signifient en revanche, cette convergence, un accord autour de l'idée qu'une société doit être juste, c'est déjà important, et que ce caractère juste va dépendre du rapport que cette société entretient avec une certaine manière de comprendre l'égalité. Mais c'est alors que les problèmes se posent, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, on est tous égalitaristes en ce sens, on vit dans des démocraties, c'est-à-dire qu'on dispose d'un certain nombre de leviers politiques pour exprimer nos préférences, et par ailleurs, on exprime majoritairement un désir de réduction des inégalités, voire de les supprimer si on considère que, quand on vise sur ce mode-là des inégalités, on entend tout simplement des différences illégitimes. Ça ne veut pas dire qu'on veut supprimer toutes les différences, mais simplement les différences illégitimes. Comment se fait-il que nous n'y parvenons pas ? Voilà, ça sera le deuxième temps, en quelque sorte, de mon propos. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 10 minutes, d'accord. Il va falloir faire vite. Je vais faire très très vite, en partant du principe que nous serons d'accord sur ce point. Si on ne l'est pas, éventuellement, il y aura dans la discussion des occasions d'approfondir, de préciser ces points-là. On nous dit parfois que le principal problème auquel nous sommes confrontés, c'est un problème d'impuissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'organisation politique dans des ordres sociaux mondialisés rend beaucoup plus ardues des tâches aussi complexes que la réduction de l'inégalité. Tout simplement parce qu'on ne maîtrise pas tous les leviers. Il y a sans doute une part de vrai. Mais cette part de vrai ne doit pas nous inciter à une quelconque forme de fatalisme, voire de complotisme. La preuve que l'on peut réduire les inégalités, c'est qu'on les réduit significativement. D'accord ? Donc la question n'est pas de savoir si on peut ou pas réduire les inégalités, la question est de savoir jusqu'à quel point on veut réduire les inégalités. Tout simplement, un exemple pour vous montrer qu'on peut réduire les inégalités puisqu'on le fait, les États sociaux européens, à des degrés divers suivant le type d'État social auquel on a affaire, ou les États-providence, qu'on les appelle aussi, réduisent de manière très significative les inégalités, que ce soit à travers la protection sociale, bien sûr, mais également le rôle des services publics, la réglementation du droit du travail, les politiques de soutien à l'activité économique. Par exemple, en France, en 2010, le seuil minimal de niveau de vie des 20% les plus aisés était environ 7 fois plus élevé que le seuil maximal des 20% les plus modestes. Après redistribution, l'écart est passé à 3,8. D'accord ? C'est tout à fait significatif comme réduction des inégalités. Et de même, les transferts sociaux en nature, qu'ils soient non marchands comme l'éducation et l'hôpital public, ou marchands, remboursement de frais médicaux, allocation logement, aide à la mobilité, etc., contribuent fortement à la réduction des inégalités en assurant, indépendamment des revenus, l'accès à des services gratuits ou à des coûts limités.
Si on intègre ces transferts en nature, corriger des effets inégalitaires des taxes sur la valeur ajoutée, ce rapport entre les niveaux de vie les plus riches et les plus pauvres passe à un peu moins de 3 en 2010 en France. De 7 donc à 3. Bref, la dépense publique diminue, contient ou ralentit le creusement des inégalités. Si les inégalités augmentent aujourd'hui, c'est que nous mettons à mal les dispositifs actuels de l'État social sans les remplacer par des dispositifs plus efficaces. Bref, nous ne sommes pas impuissants face aux inégalités, ce qui signifie par conséquent que si les inégalités augmentent aujourd'hui, c'est que manifestement, nous ne faisons pas ce que nous disons vouloir. Et c'est de là que la situation, à mon avis, se complique tout particulièrement. Comment est-il possible que nous puissions ne pas réaliser ce que nous déclarons majoritairement vouloir, à partir d'un diagnostic dont on sait qu'il est plutôt bien établi? Comment l'expliquer? Je vais, pour aller vite aussi, écarter un certain nombre d'hypothèses. L'hypothèse de l'ignorance, l'hypothèse de l'hypocrisie sociale, l'hypothèse de la manipulation, l'hypothèse de l'impuissance, je l'ai déjà fait. Pour explorer une autre hypothèse qui correspond à ce qu'en philosophie on appelle l'hypothèse de la faiblesse de la volonté, qui est très intéressante aussi pour réfléchir aux questions environnementales. En quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à bien comprendre ce que sont les inégalités, à manifester une forte réprobation, ce qui est bien le cas, mais n'a pas pouvoir s'empêcher d'agir d'une manière qui laisse subsister les inégalités ou qui les laisse même s'aggraver. D'accord? C'est un schéma assez connu, hein, Saint Paul en parle, Ovide dans les Métamorphoses en parle également, lorsqu'il dit qu'il y a une sorte de force inconnue qui m'accable, la passion me donne un conseil, la raison m'en donne un autre, je le vois bien, je l'approuve, et pourtant c'est le mal qui m'entraîne. Est-ce que nous serions en quelque sorte dans cette situation, c'est-à-dire tout à fait apte à percevoir un problème, à le penser en tant que problème, à disposer des outils, en gros, qui permettraient de le résoudre ou de moins de le contenir, et il y a quelque chose dans ma situation qui fait que j'agis d'une manière qui accentue le problème que je dis vouloir disparaître. Problème de beaucoup d'organisations, mais problème de beaucoup d'individus. La plupart des individus, j'imagine, en tous les cas, je me suis parfois retrouvé dans cette situation assez déplaisante. Le sentiment de ne pas être capable, dans une situation particulière, d'agir conformément à ce que je sais être mon meilleur jugement. Problème de la faiblesse de la volonté, bien connu sous ce terme-là. Le problème, lorsqu'on fait référence à la thématique de la faiblesse de la volonté, c'est qu'on peut avoir, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais tendance à imaginer qu'en gros, ça s'explique de deux manières assez simples. Les individus sont illogiques ou inconséquents, c'est-à-dire qu'ils ne tirent pas les bonnes conséquences de ce qu'ils savent. D'accord ? On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'est la situation, mais on a une conséquence qui n'est pas logiquement liée aux prémices de notre raisonnement, en quelque sorte. Donc les individus, en gros, seraient irrationnels. Il en a été un peu question aussi hier. La deuxième manière d'envisager les choses, c'est de dire que les individus sont immoraux. C'est-à-dire qu'ils savent pertinemment ce qu'il faudrait faire, mais pour des raisons morales, finalement, ils choisissent de faire le contraire. Lorsque j'ai été amené à étudier cette question-là, qui vraiment prend sa source chez moi dans une expérience associative militante d'une certaine façon au sein de l'Observatoire des inégalités. C'est-à-dire que pendant plus de 15 ans, avec l'Observatoire des inégalités, on s'est efforcé de mettre à la disposition, et on le fait toujours, un certain nombre de données publiques sur les inégalités, essayer d'expliquer les tendances, expliquer les problèmes de manière générale. Et à mesure que progressait la connaissance sociale des inégalités, ce qu'on voyait, c'est les inégalités augmenter. Comme s'il n'y avait pas de corrélation entre le fait de mieux savoir quel est le problème et le fait de ne pas être capable, le fait de trouver les moyens de le résoudre, en quelque sorte. Donc ça m'a beaucoup préoccupé et j'ai voulu essayer de réfléchir à cette question à partir de cette notion de faiblesse de la volonté, essayer de comprendre pourquoi ça pourrait être le cas, c'est-à-dire il pourrait être question de cette faiblesse de la volonté, sans que pour autant il faille en conclure que les individus soient irrationnels ou déraisonnables. En gros, je voulais essayer de comprendre les raisons finalement peut-être rationnelles et peut-être raisonnables que nous pouvons avoir de céder à cette faiblesse de la volonté.
Pour aller très très vite et vers la conclusion que je voudrais essayer de préciser un petit peu avec vous, mon idée c'est que tout simplement, nous avons bien un vrai engagement sincère en faveur de la réduction des inégalités. Dans les termes que j'ai indiqués tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on veut supprimer toutes les différences, mais on veut juste quelque chose qui ait du bon sens, en gros. C'est-à-dire des écarts un peu réduits, moins aberrants, moins obscènes, comme certains ont pu le dire. Donc, on veut bien cette chose-là. Mais il y a dans l'organisation sociale, dans la dynamique sociale dans laquelle nous sommes engagés, quelque chose qui vient contrarier cette aspiration sincère à voir émerger une société plus égalitaire. Et c'est cette tendance, ou cette chose-là que j'essayais de comprendre. Et à mon sens, ça se situe au niveau des mutations que connaît aujourd'hui le système de la solidarité. Donc je terminerai là-dessus. On sait qu'aujourd'hui, on explique très souvent le creusement des inégalités, l'augmentation de la pauvreté par les insuffisances de la solidarité et ce qui s'apparente au déchaînement des égoïsmes. À mon sens, la situation est malheureusement beaucoup plus complexe que cela. Aujourd'hui, notre problème tient au sentiment très largement partagé, comme en témoignent les études portant sur notre rapport à la solidarité et à la protection sociale, que pour pouvoir assumer les obligations qui nous importent à l'égard de nos proches, par exemple, il faudrait que nous nous détournions en partie des formes publiques et impersonnelles de la solidarité. Nous avons, autrement dit, tendance à privilégier nos solidarités électives, à penser que pour bien servir les obligations qui correspondent à nos solidarités électives, c'est-à-dire à l'égard de nos enfants, par exemple, eh bien, il faut se détourner des formes publiques de la solidarité. Il y a donc un conflit des solidarités et non pas un refus de la solidarité. Il y a une manière de réorganiser la façon dont fonctionne, à l'échelle de notre société, la solidarité. Par solidarité élective, j'entends tout simplement un principe de solidarité choisie qui vise pour l'individu à mettre le maximum de ressources possibles au service d'objectifs de protection sociale qu'il définit lui-même. C'est une forme de solidarité qui se règle sur l'identité personnelle ou collective de celui ou celle qui en bénéficie. Alors la grande gagnante de ce rééquilibrage, vous l'imaginez bien, c'est la solidarité familiale. Mais on observe également, il en a été question également hier, le développement d'une forme de solidarité nationale plus excluante, auquel a été d'ailleurs donné le nom de chauvinisme social. Nous pouvons y voir, à mon sens, deux expressions du conservatisme social qui vient alimenter l'augmentation, ou que vient alimenter, l'augmentation des inégalités. Dans un cas, ce conservatisme consiste à penser que le maintien d'un État véritablement protecteur suppose un repli sur des formes identitaires de solidarité. C'est dans ce contexte-là qu'on voit ressurgir la question des frontières de manière très forte. C'est dans ce contexte-là aussi qu'on peut comprendre l'idée de taxes additionnelles sur l'embauche de salariés étrangers ou la volonté de mettre en place des délais de carence au bout duquel les étrangers nouvellement installés dans un pays pourraient avoir droit aux prestations sociales, qu'ils aient un emploi ou non. Cette évolution, de manière générale, traduit un durcissement généralisé des attitudes à l'égard des plus fragiles, d'un désir en quelque sorte d'externaliser la précarité en la faisant peser sur les plus fragiles que soi. Cela prend notamment la forme d'une sorte de tri à opérer sur la base de critères douteux entre ceux qui mériteraient d'être assistés, d'être protégés, et ceux qui ne mériteraient pas d'être ni assistés ni protégés. Dans certains cas, la réduction de l'extension de la solidarité passe par une ethnicisation des critères d'éligibilité. Donc on est dans un contexte où ce conservatisme peut prendre cette première forme. Et aujourd'hui en Europe, on le voit à l'œuvre. C'est-à-dire une volonté de réduire l'extension du champ d'application de la solidarité. On réduit, sur la base de critères identitaires, la manière de faire opérer cette solidarité. Dans l'autre cas, on n'a pas une réduction de l'extension de la solidarité, on a une réduction de l'intensité de la solidarité. On lui maintient son même caractère extensif, mais simplement on la vide un peu de sa substance. Cette orientation s'articule assez naturellement à une politique économique de soutien apporté à l'offre, avec une insistance particulière sur les thèmes de la compétitivité, de la flexibilité, de la responsabilité, etc. Elle s'est peu ou prou incarnée à travers des différentes moutures de ce qu'on a appelé la troisième voie à une certaine époque. Donc il n'y a rien de nouveau dans cette idée-là. C'est une forme de libéralisme très individualiste qui a déjà connu des traductions politiques assez fortes. Et nous disposons d'ailleurs aujourd'hui d'un recul qui nous permet de dire que cette troisième voie, qui se voulait une réponse à la révolution conservatrice des années Reagan, Thatcher, s'est en fait révélée être, sur le plan économique du moins, l'écho à peine affaibli de cette révolution.
C'est-à-dire que l'insistance naïve de ce libéralisme individualiste sur les vertus de la responsabilité et du mérite personnel a contribué à un affaiblissement de la protection sociale, à une fragmentation de la relation d'emploi, à une augmentation de la précarité. Et elle a permis le renforcement des protections dont peuvent jouir ceux qui parviennent à trouver leur place dans le processus mondialisé de la croissance et a accru la vulnérabilité de ceux qui s'en font déloger ou qui ne peuvent pas s'y maintenir ou qui ne peuvent pas y pénétrer à des conditions acceptables. Donc le fait pour l'État de s'engager, de se désengager, ou de ne pas chercher à développer des politiques adaptées à ces nouvelles données sociales, ethniques, éthiques, démographiques, a donc une conséquence directe sur la solidarité. Les individus sont confrontés dans leur environnement immédiat à de nouvelles attentes en matière de solidarité. Si l'État ne peut pas les appuyer, ils estiment ne voir aucune autre possibilité que de s'organiser pour tenter d'y répondre tant bien que mal à leur propre niveau, c'est-à-dire avec leurs propres moyens. Le devenir électif de la solidarité, à mon sens, passe par là. Cette forme élective de solidarité n'est pas forcément, j'y insiste, celle à laquelle les individus souhaiteraient se cantonner, mais c'est celle à laquelle ils estiment ne pas pouvoir déroger. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'au fond, ils sont coincés dans ce conflit des solidarités, et estimant que l'État social ou l'État, de manière générale, ou les gouvernements des sociétés démocratiques ne sont plus des partenaires fiables de la protection sociale, il leur faut se désengager de cette logique-là d'une certaine manière. Alors, ils ne le font pas de manière radicale, on ne se détourne pas complètement des États sociaux, les États sociaux persistent, mais simplement, il y a une recomposition du type de protection que peuvent apporter ces États sociaux. On insiste moins sur l'universalité des prestations, on insiste beaucoup plus sur la conditionnalité de ces prestations. Donc, à mon sens, il n'y a pas d'inconséquence, il n'y a pas d'immoralité d'une certaine manière, il y a tout simplement une sorte de drame un petit peu tragique pour chacun d'entre nous, qui est de savoir comment être à la hauteur des obligations qu'on estime être prioritaires pour nous. À mon sens, nos conclusions sont donc bonnes, et je rattacherai là-dessus et je conclurai là-dessus. Je voulais insister un peu sur la coopération comme voie de sortie, mais je vais conclure ici tout de suite. Pour reprendre le schéma de la faiblesse de la volonté, qu'est-ce qui se passe au juste ? Nous avons, je le disais, un diagnostic qui paraît correct, nous avons un désir d'égalité qui paraît très majoritairement partagé, et nous avons des conséquences qui ne correspondent pas à ce que sont notre diagnostic et nos aspirations. Comment l'expliquer ? Mon hypothèse, c'est que nous ne sommes ni irrationnels ni déraisonnables, tout simplement parce que la conclusion que nous tirons de notre raisonnement est la bonne, mais c'est un raisonnement que nous ne développons pas, suivez-moi un instant, à partir de ce que nous croyons, que nous ne développons pas à partir de ce à quoi nous aspirons, mais c'est un raisonnement que nous tirons, et une conclusion que nous tirons, à partir de ce que nous pensons que les autres pensent, et à partir de ce que nous pensons que les autres désirent. Et donc notre raisonnement est conséquent, d'une certaine manière, tout simplement parce que nous partons du principe que les autres sont en situation de concurrence radicale avec nous. Et ça introduit finalement dans notre raisonnement une sorte de court-circuitage qui fait que dans l'histoire, on ne veut pas être les dindons de la farce. On ne veut pas vouloir la justice sociale seul, tout simplement parce qu'on a le sentiment qu'on a trop à perdre, et en tous les cas nos proches, ceux que nous soutenons, ont trop à perdre dans cette histoire-là. Donc nous raisonnons à partir de ce que nous pensons être le raisonnement des autres, et c'est ça, à mon avis, le problème. L'idée de la coopération, c'est d'essayer de montrer que les autres peuvent être tout aussi bien disposés que nous à aller dans la direction qui nous paraît la direction la plus souhaitable. Mais je m'arrête ici. Merci de votre attention.